Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce nouveau webinaire. Le format est celui d'un décryptage et nous allons aujourd'hui tout vous dire sur le fonds mobilité active. Moi, je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petites Villes de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce webinaire est organisé donc par la NCT en format interprogramme, une fois n'est pas coutume. Nous accueillons donc aujourd'hui autour de la table virtuelle Action Cœur de Ville, donc Petites Villes de demain, mais aussi montagne et ruralité. Donc vous constituez aujourd'hui finalement un auditoire plus varié qu'à l'habitude. Quelques consignes préalables pour que le webinaire se déroule de la meilleure des façons. On vous invite à nous faire part de éventuels problèmes techniques dans le chat. Et puis, toutes questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants seront relayées tout au long du webinaire et en particulier dans la session questions-réponses. Et vous pouvez d'ores et déjà les poser dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas au milieu de votre écran. Donc aujourd'hui, nous mettons à l'honneur la petite ville de demain de Guipry-Messac en Ille-et-Vilaine, commune de plus de 7000 habitants qui a pu bénéficier l'année dernière du fonds mobilité active sur deux projets, sur deux infrastructures dont l'adjointe au maire nous fera part aujourd'hui, Madeleine Guillonnet. Nous entendrons ensuite dans un second temps Vincent Charvet de la DREAL Bretagne, qui expliquera l'accompagnement des services de l'État auprès de cette commune dans le cadre de la mise en œuvre de ces deux infrastructures. Et puis nous entendrons également Johan Planche de la DGITM qui présentera donc plus en détail ce sixième appel à projet Fonds Mobilité Active. Quelques chiffres peut-être sur ce fonds pour évoquer l'opportunité et de son action auprès des communes jusqu'alors. Depuis 2019 et dans le cadre des 5 appels à projets successifs, 600 maîtres d'ouvrage ont d'ores et déjà pu être accompagnés dans la réalisation de leurs projets. Et donc ce nouvel appel à projet, le sixième, qui a été lancé le 20 janvier dernier et pour lequel vous pouvez encore déposer votre candidature jusqu'au 21 avril prochain, devrait pouvoir avoir une attention toute particulière envers les territoires peu denses et ultramarins. Donc, nous avons bien prévu un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Mais avant de donner la parole à Madame le maire, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Guton, donc directeur général délégué territoire et ruralité au sein de l'ANCT. Monsieur le préfet, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir vers nous et nous dire ce qu'évoque ce rendez-vous interprogramme et le sujet que l'on traite aujourd'hui? Merci Emmanuel, merci beaucoup. Oui, moi j'ai au moins 5 raisons d'être là avec vous. Il y a effectivement le programme PVD qui anime plus particulièrement ce webinaire et qui en a pris l'initiative, mais aussi Action Cœur de Ville, deuxième programme de ma direction. Bien sûr, la ruralité et la montagne. Et j'ajoute les contrats de relance et de transition économique qui rassemblent tout le monde sur un territoire commun. Donc tous ces programmes et cette démarche contractuelle peuvent s'appuyer utilement sur les moyens de ce fonds mobilité active. Ça fait beaucoup de motifs de s'y intéresser de très près. Merci bien sûr à l'ensemble des participants à cet échange. Merci aux élus, merci aux directeurs généraux des services et à leurs équipes. Merci aux chefs de projet, plus particulièrement consacrés, dédiés à ces sujets, et aux services déconcentrés qui auront pu se libérer pour en savoir un petit peu plus sur un outil précieux. Les échanges auront lieu, comme l'a dit Emmanuel, à la fin de la réunion sur cet outil utile. Moi, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que bien sûr, c'est un outil parmi d'autres, c'est un très bel outil parmi d'autres, un outil plus particulièrement de la DGITM, de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, et que les DREAL connaissent mieux que la plupart d'entre nous. Néanmoins, n'oublions pas le moment venu qu'il y a d'autres outils qui peuvent être précieux sur ces sujets-là. C'est vrai du fonds vert, dont beaucoup de webinaires se sont préoccupés ces dernières semaines et qui sera un outil également extrêmement précieux. C'est vrai, bien entendu, des moyens des collectivités territoriales et plus particulièrement les régions, que je sais attachées particulièrement à ces problématiques-là. J'ai pu, dans une vie antérieure, en administration
territoriales, le vérifier plus souvent qu'à mon tour avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr, dans certaines régions, les programmes européens qui peuvent être des outils précieux. Mais encore une fois, le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est bien le fonds mobilité active qui fait partie d'une boîte à outils extrêmement utile. Donc, merci à tous. Merci plus particulièrement à la petite équipe qui a préparé cet exercice et bien sûr à nos intervenants qui vont vous pouvoir donner des illustrations pratiques indispensables à l'exercice. Bien sûr, dans les échanges, vous pourrez également contribuer à apporter de brefs témoignages. Merci à tous et la parole est aux intervenants. Merci, Monsieur le Préfet. Je laisse la parole maintenant à Madeleine Guillonnet, adjointe déléguée à la prospective revitalisation des centres-bourgs et des dispositifs des transports locaux donc de la commune de Guipry-Messac. Et Justine Delaroche pourra, avec l'accord de Madame l'adjointe au maire, compléter les propos si nécessaire. C'est à vous, Madame le maire. Oui, bonjour. Je ne suis pas le maire de Guipry-Messac et je ne postule pas d'ailleurs à la fonction. Donc, je suis simplement adjointe à la revitalisation et ce depuis 2016, date de la fusion de nos deux communes initiales. Donc, ce que vous voyez sur la photo, c'est donc le point de jonction de ces deux agglomérations initiales. Donc, du côté gauche, vous avez le côté Guipry et du côté droit, vous avez le côté Messac, et vous voyez bien que la Vilaine, qui a été un élément de séparation, est devenu un élément d'union et de fusion, et il n'y a pour passer cette Vilaine, du moins dans l'agglomération, que le pont que vous voyez ici. Donc on voit tout de suite que se posent bien sûr des questions de mobilité justement. Alors on va passer à la suivante. Bon, pour resituer un petit peu Guipry-Messac, 7200 habitants, nous sommes donc en Bretagne, nous sommes dans le sud de l'île-et-Vilaine et nous faisons partie de la communauté de communes de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. On est à une quarantaine de kilomètres au sud de Rennes, bien situé entre la 4 voies qui mène vers Nantes, une 4 voies qui mène à Redon, et puis pas très loin, la 4 voies qui nous emmène vers Vannes, Lorient, Ploërmel, etc. Donc la situation est assez intéressante, et puis nous sommes traversés par une voie de chemin de fer qui est la Rennes-Nantes, et puis bien sûr passe aussi là la voie de chemin de fer qui conduit vers Vannes, Lorient, enfin vers le reste de la Bretagne. Alors, nous avons fusionné en 2016, ce qui a largement augmenté le potentiel, évidemment, puisqu'on est passé de deux communes qui étaient chacune de 4000 à peu près et 3000 à 7200, donc on change d'échelle. Ça a permis aussi de dégager des budgets beaucoup plus confortables, et donc la commune est repérée comme une commune à fort potentiel, avec des atouts en termes de centralité, en termes d'équipements structurants sur son territoire, c'est-à-dire que nous avons une gare, la 6e gare TER de Bretagne, un collège, depuis peu, mais fort bienvenu, beaucoup d'éléments sportifs, des associations extrêmement dynamiques. Bref, c'est une commune en développement. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, sur le plan des mobilités, nous avons des problématiques majeures. Alors, d'abord, une grande contrainte qui est la linéarité de l'agglomération. On est sur une agglomération qui fait 5,5 km d'est en ouest. C'est considérable. Nous sommes en plus contraints par un PPRI, donc il y a une partie, notamment côté Guipry, il y a une partie de la commune qui est en zone inondable, puisque à Guipry-Messac, la Vilaine se signale par des crues fréquentes. Nous sommes aussi traversés par tout un tas de départementales, dont une importante, celle qui traverse d'est en ouest l'agglomération, alors avec un trafic qui est à la limite du supportable, avec 8000 véhicules jour, dont 800 à 900 poids lourds, et puis 2 goulots d'étranglement qui sont d'ailleurs au même endroit, décalés de une centaine de mètres, le pont,
sur la Vilaine et bien entendu le passage à niveau concernant la gare. Alors, on a longtemps espéré un contournement, c'était plus ou moins acté par le département. Les dernières élections et les recompositions politiques ont fait que tout cela a été abandonné, donc il faut faire avec maintenant. Voilà. Alors, l'idée de la passerelle sur la Vilaine, elle est née en fait lors de l'étude de revitalisation qui a été lancée en 2016 et qui s'est suivie fort heureusement par un appel à projet de l'État, de la région, de la Banque des territoires, etc. Et donc, la commune a travaillé avec un groupe citoyen, il y a donc eu une participation, et la problématique du passage des piétons et des cyclistes sur ce pont était patente. Enfin, c'était un diagnostic unanime des élus et de la population. Un pont sans vrai trottoir, des trottoirs de 50, 80 cm de large. Donc, sur ce pont, à peu près 8000 véhicules par jour, donc une extrême dangerosité. Un collège côté rive droite, c'est-à-dire côté Guipry, et donc l'obligation pour les collégiens de Messac de passer ce pont 2 fois au moins, sinon 4 fois par jour. Bref, un risque énorme. Donc, parmi les fiches actions de l'appel à projet, puisque nous avons répondu à cet appel à projet, parmi les 3 fiches actions, il y avait donc cette passerelle. Et il semblerait que le jury y a été sensible, puisque je vous donne là le résumé du jury concernant Guipry-Messac. Nous avons été lauréats du maximum possible de la subvention, qui était de 1 million, répartie sur 3 fiches actions, dont 330 000 sur la passerelle. Et le fait que cette passerelle est un trait d'union entre les 2 anciennes communes a joué aussi en faveur de ce projet. Voilà. Alors, c'est une opération pas banale de faire une passerelle piéton-cycliste sur un fleuve, à un endroit où il est assez large, où les crues sont fréquentes. Le foncier, alors la maîtrise du foncier était hyper compliquée puisque à cet endroit, il y a du foncier communal, il y a du foncier privé de la région, il y a du foncier départemental, et puis évidemment tout ce qui relève chemin de halage, écluse, puisque vous voyez qu'il y a une écluse, et rivière. Tout cela relève évidemment de la région aussi. Alors, nous avons bénéficié donc pour cette opération très complexe. Alors, je dois dire que ça ne figure pas dans le tableau des recettes et dépenses, mais ça a été une aide absolument formidable. Le département a mis à notre disposition son service de génie civil qui a fait donc le travail d'études, et je dois dire que c'est des études effectivement très très complexes. Alors, nous avons bénéficié donc des 330 000 € qui provenaient donc de cet appel à projet, donc sous forme de DSIL. Les 255 000 que vous voyez en dessous, c'est donc ce fameux fonds de mobilité active, donc qui a abondé grandement ce budget. Il y a eu un petit peu de fonds leader, et puis bien sûr, la commune a dû mettre forcément, c'est évident, la main à la poche. Alors, on est sur un budget là qui est affiché à 1,2 million. En fait, il est beaucoup plus important que ça, puisque la commune a eu à créer tout un tas de jonctions entre la passerelle et puis les 2 rives. Donc, il y a eu d'autres frais, évidemment, inhérents à ce type d'installation. Enfin, on voit bien quand même que les aides de l'État sur ce sujet ont été primordiales. Alors, pas une mince installation, puisque nous avons une première 3 travées qui vont couvrir la première tranche depuis la Vilaine jusqu'au moulin, ce qu'on appelle la minoterie, qui est un très ancien moulin qui figure déjà dans les documents au XIe siècle. Donc 3 travées de 30 mètres. Donc on en voit une là qui est posée. C'était un chantier spectaculaire. Les gens venaient assister
à ce chantier comme à un spectacle, évidemment. Et puis donc d'autres travées qui, elles, ont été posées sur l'écluse, donc, dont une travée amovible, parce qu'il faut laisser à la région la possibilité d'intervenir sur la porte de l'écluse, ce qu'elle a fait d'ailleurs cette année. Et donc, il y a une petite partie de la passerelle qui a été fermée pendant quelques mois, le temps que la région procède aux travaux. Donc là, vous avez donc des images de la passerelle. Donc 3 mètres de large, on n'a pas lésiné sur la largeur pour que piétons et cyclistes puissent être confortables dans les croisements. Il y a un petit belvédère au milieu qui a été installé côté est de manière à ce que l'on puisse éventuellement s'y poser et puis discuter en regardant le paysage. Bon, l'accueil de la population a été évidemment unanimement enthousiaste et c'est aujourd'hui un outil absolument fondamental qui permet une traversée tout à fait sécurisée. Alors en même temps, elle est très utile parce qu'il y a eu récemment des travaux sur le pont lui-même. Alors, il faut savoir que la passerelle n'est pas accrochée au pont. Le département n'a pas souhaité que ça se passe ainsi parce que la solidité du pont n'est pas forcément garantie. Donc il y a eu vraiment des piles spécifiques qui ont été coulées pour la passerelle. Et donc, il y a eu des travaux récemment sur le pont, il a été coupé. Et quand le pont est coupé, Guipry et Messac se retrouvent totalement isolés l'une de l'autre. Et bien, la passerelle, elle a permis quand même qu'au moins les piétons et les cyclistes puissent continuer à passer. Voilà. Alors, cette passerelle, elle s'inscrit dans tout un plan de mobilité beaucoup plus large. Alors, on ne le voit d'ailleurs pas ici entièrement. La communauté de communes a lancé une vaste étude qui a été en grande partie chapeautée par le CEREMA sur un plan de mobilité simplifié sur l'ensemble de la communauté de communes, ce qui nous a obligés au niveau communal à réfléchir de manière globale et sur le long terme à toutes les questions de mobilité, et en particulier la nécessité de créer beaucoup de voies douces, piétons, cyclistes. Alors là, on est sur le programme qui a bénéficié du plan de mobilité active. Et donc, ça concerne essentiellement la centralité. Donc, l'axe majeur qui va depuis le bourg de Guipry à votre gauche jusqu'à la Vilaine et qui est traversé par la fameuse avenue du Port, qui est une départementale. La passerelle, donc, qui se trouve maintenant au cœur de la centralité, et puis de l'autre côté Messac, une rue qui descend depuis la mairie, donc qui descend elle aussi du bourg de Messac jusqu'au port, voilà, et qu'on appelle la rue Caviezel. Par ailleurs, il y a eu d'autres voies douces de créer de manière plus transversale, de manière nord-sud. Alors, tout ça a bénéficié donc du plan de mobilité active. Et puis maintenant, quand même, au cœur de l'agglomération, donc dans sa traversée est-ouest, mon Dieu, on peut aller pratiquement du bourg de Guipry jusqu'au bourg de Messac en passant par le port de manière sécurisée. Il reste encore, en particulier entre le port et la gare, il reste encore une section à rendre sécurisée pour les piétons. C'est pas fait encore. Voilà. Bon, quelques images de ces voies piétonnes et de ces aménagements. Alors, voies piétonnes et cyclistes. Piétons, cyclistes partagés. Ils partagent l'espace. C'est un espace sécurisé qui n'est pas en contact avec la circulation, mais qui est partagé entre les piétons et les cyclistes. Compte tenu du trafic, ça ne pose pas vraiment de difficultés. Et puis, on est tributaire, évidemment, de la départementale, donc on n'est pas maître absolu de la situation, si je puis dire. Donc, à gauche, vous avez cette fameuse avenue du Port, en haut à droite aussi, et côté en bas à droite, donc des aménagements qui ont été faits sur cette rue Caviezel. Alors, on essaye de paysager aussi en même temps les abords, parce qu'on avait un centre d'agglomération extrêmement minéral,
peu attractif, on va dire. Là aussi, le diagnostic a été largement partagé entre les habitants et les élus. Et l'aménagement de ces voies piétonnes et cyclistes permet aussi de végétaliser, et ça rend bien sûr la traversée. Déjà, ça fait une traversée beaucoup moins routière, beaucoup plus urbaine, et voilà, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Merci, Madame Guillonnet. Peut-être pouvez-vous revenir, vous l'avez déjà dit en filigrane, mais revenir sur les bienfaits pour la population. Est-ce que vous avez consulté avant ou après justement la population pour vérifier que ce nouvel aménagement a amélioré la qualité de vie localement? Alors, les consultations ont eu lieu avant, puisqu'il y a eu, notamment sur la passerelle, ça a été un travail qui a été fait en concertation avec un groupe d'habitants qui a travaillé d'ailleurs sur l'ensemble de l'étude de revitalisation. Pour ce qui est des travaux de voies piétonnes et cyclistes sur l'avenue du Port, c'est un programme qui a été lancé, enfin il faut le dire, qui date quand même, parce qu'il a été lancé en 2015 et il n'est pas fini. Donc on le fait par tranches. Il y a 2 tranches, la 3e devrait démarrer cette année, et puis la dernière tranche, celle qui est la plus délicate puisqu'elle concerne le port lui-même, démarrer un peu plus tard. Donc là, oui, les habitants et les riverains en particulier ont été consultés. Je n'ai pas suivi parce que moi, je ne suis pas en charge directement de la voirie, si vous voulez. Hein. Bon, donc, j'ai porté, moi, la passerelle en tant que fiche action de la revitalisation, mais ce sont des aménagements qui sont attendus et réclamés par les habitants. Il y avait un manque cruel. Et les habitants en réclament davantage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens voudraient d'autres voies douces et sur d'autres axes de l'agglomération. Alors moi, je travaille maintenant avec une structure de participation citoyenne qui est un atelier citoyen qui a été dûment nommé là, cette année, et parmi les questions qu'ils vont travailler, et ils ont choisi les mobilités, justement, parce que c'est un sujet qui leur tient à cœur. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de passer la parole à l'intervenant suivant. Nous aurons certainement l'occasion de revenir vers vous, Madame Guillonnet. Vincent Charvet, vous êtes donc responsable d'opérations ferroviaires à la Dreal Bretagne et vous avez donc suivi le projet de la commune de Guy-Primessac. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'accompagnement, s'il vous plaît? Bien, tout à fait. Alors d'abord, je vais revenir sur l'accompagnement plus général des DREAL. Donc les DREAL, globalement, instruisent les dossiers et déposés sur l'ensemble des relevés du Fonds Mobilité Active. Donc avant le dépôt des dossiers, on intervient pour répondre aux questions des collectivités, des questions le plus souvent sur les seuils, sur les dates limites des travaux. Et après le dépôt des dossiers, donc on assure la vérification de l'éligibilité et de la complétude. Donc, le cas échéant, on peut informer d'un dossier non éligible. Bon, c'est très rare, parfois il suffit de compléter le dossier. Et sinon, il arrive très souvent qu'on demande des compléments sur le dossier avec des délais qui sont en fonction de la nature de la demande. Bon, il y a parfois aussi des échanges téléphoniques. Donc après, il y a l'instruction proprement dite qu'on fait en partenariat avec les DDTM. Sachant qu'au niveau de Dreal, on s'occupe plus du volet technique et en DDTM du volet gouvernance. On a aussi, le cas échéant, l'assistance du CEREMA pour des projets techniquement compliqués, notamment s'il y a des passerelles. À l'issue de l'instruction, il y a un travail d'harmonisation de l'instruction, de validation interne, et à l'issue de cette harmonisation, une proposition au président du comité de sélection, alors qui a été, selon les relevés nationaux ou au niveau régional, où on pointe les cas litigieux. Donc, en général, on fait des propositions, on retient ou on ne retient pas. Et à l'issue de ce comité, il y a une proposition qui est faite au préfet de région qui va valider ces propositions et annoncer les résultats aux lauréats et à ceux qui ne le sont pas. Donc, nous, on prépare les courriers. Alors, quand c'est lauréat, ce n'est pas compliqué.
Pour ceux qui ne sont pas retenus, ben, on justifie la raison pour laquelle ce dossier n'est pas retenu. Après, donc on met au point les conventions avec les porteurs, donc on fait une proposition, il y a des échanges. Faut savoir si le porteur a plusieurs dossiers, il n'aura qu'une convention qui prendra l'ensemble de ces dossiers. Et après, le porteur signe la collectivité. Nous, on doit en faire l'engagement financier, ce sont des crédits État, et on fait signer le préfet. Et une fois que la signature du préfet est passée, eh bien, c'est le projet qui démarre. Et donc après, nous, on assure le suivi comptable de la convention avec des acomptes qui sont demandés. Et pour la demande du solde, un travail un peu plus important qui est demandé à la collectivité, notamment un rapport d'exécution. Alors, sur le projet spécifique de Guy Pry, alors, il se trouve que c'est un de mes collègues qui a démarré l'instruction avant son départ. Bon, il n'y a pas eu de problème particulier. En reprenant mes archives, je vois qu'il avait demandé des compléments. Ces compléments ont été apportés. La mise au point du dossier, donc on a fait appel au CEREMA parce qu'il y avait la passerelle pour voir si tout était correct. Donc par rapport au montant qui a été présenté tout à l'heure de 250 000, alors nous, la subvention est un peu supérieure puisqu'elle concernait le dossier complet qui comprenait la passerelle, qui était le gros morceau, et également les deux sections Est et Ouest qui ont été présentées par Madame Guillonnet. Donc, on arrive à 298 000 € de subvention pour 1,5 million de dépenses éligibles et un projet de 2,4 millions. Donc, là-dessus, au niveau de la grille, je reprends la grille d'instruction. Globalement, comme c'était un bon dossier, on a dit différents items avec des points forts, des points faibles, des points de discussion. Il y a assez peu de points faibles finalement. Bon, il y avait une question sur certaines largeurs. Donc là, ce n'était pas pour la passerelle, mais c'était pour les sections. Bon, une pente maximum un peu élevée, mais là, le porteur n'y est pour rien, puisque ça, c'est le profil du terrain. Et le reste, il n'y avait pas de problème particulier. Donc, je dirais globalement, dans les projets qu'on reçoit, ça fait partie des très bons projets qui sont vraiment dans la cible de l'appel à projet, et notamment pour ce cas particulier, avec une levée d'une discontinuité qui était constituée par la Vilaine. Voilà, si vous avez des questions. C'est parfait, merci beaucoup. Avant de prendre quelques questions, je vais donner la parole à notre dernier intervenant, Johan Planche. Donc, vous êtes chargé de mission vélo et marche à la DGITM, donc la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités. Est-ce que vous pouvez finalement nous donner toutes les clés pour réussir à candidater et à être retenu à ce nouvel appel à projet? Bien sûr. Déjà, je pense que un certain nombre d'entre vous ont les clés, puisque les territoires petites villes de demain et Action Cœur de Ville plébiscitent depuis qu'il existe, depuis 2019, ce fonds mobilité active. Donc, j'espère que ça va continuer et que ceux qui n'en ont pas encore profité vont pouvoir le faire dès à présent. Donc, moi, je suis au niveau national. Je travaille avec Vincent Charvet, avec mes autres correspondants de Réal, et on définit le cadrage global du fonds mobilité active. Et on s'assure du coup de la disponibilité des enveloppes budgétaires, de leur bonne dépense, et que l'ensemble tourne bien. Il me semblait nécessaire de vous rappeler que cet appel à projet, il s'inscrit sur un nouveau plan vélo qui a été adopté en septembre, le plan vélo 2022-2027, désolé pour l'erreur de frappe. Grâce à ce plan vélo, on travaille sur les infrastructures cyclables, mais pas que, bien sûr. C'est un maillon indispensable, mais on travaille aussi sur le stationnement, puisque pour développer le vélo, il faut des pistes, mais il faut aussi pouvoir garer son vélo, il faut savoir faire du vélo, il y a plein de composantes, il faut savoir réparer son vélo. Donc, le plan vélo comprend toutes ces composantes. Sur les 4 années précédentes, on a déjà fait 5 appels à projets. Et donc, comme ça a été dit en introduction, on a déjà accompagné beaucoup de territoires, environ 600.
Et donc, j'ai regardé un peu plus près, et il y a un tiers de lauréats à son cœur de ville. Donc, ce chiffre m'a étonné, mais j'ai refait le calcul. Donc, c'est bon. Ça fait beaucoup, je trouve, mais voilà, ça montre qu'il y a un gros plébiscite de ces territoires. Et petite ville de demain, en fait, il y en a sûrement, mais j'ai pas cette donnée, j'ai pas pu l'exploiter. Donc, ce nouvel appel à projet, il est sur une enveloppe de 100 millions d'euros à l'échelle nationale. Sur le premier semestre, les lauréats seront déclarés en septembre. Et juste pour vous dire, là, à cette étape du diaporama, qu'il y aura sur le second semestre un appel à territoire. Je vous en parle maintenant parce que du coup, l'appel à projet, vous commencez à comprendre de quoi il ressort, c'est pour accompagner les projets. L'appel à territoire, qui sera sur le second semestre, ça se destine davantage à accompagner la véritable mise en œuvre d'un schéma à une échelle intercommunale, par exemple, donc un accompagnement d'un territoire sur le long terme, on va dire sur une durée de 5 à 6 ans, sur la durée d'un plan vélo, pour lui permettre de mener à bien un projet assez substantiel. Voilà. Mais on pourra en parler plus tard. La carte des lauréats, vous pourrez aller la voir sur les territoires qui vous intéressent et vous retrouverez ces 900 projets. Johan, je me permets directement de vous poser une question. Ça a été sous-entendu, mais peut-être vous pouvez l'expliciter. On a une interrogation sur est-ce qu'il faut être petite ville de demain ou Action Cœur de Ville pour pouvoir prétendre à l'appel à projet? Non, pas du tout. C'est ouvert, comme j'ai écrit là, pour qui? Tout maître d'ouvrage public. Ah ben, on y venait, pardon. Ça arrive dans cette diapo. C'est pour qui? C'est pour tout maître d'ouvrage public. Les candidats, donc tout type de collectivité. J'ai un petit commentaire qui se met en plein milieu de ma diapo. En quoi ça concerne Petite Ville de Max en cœur de ville? C'est qu'en fait, l'analyse, la note, lorsque Vincent Charvet va regarder un dossier Petite Ville de demain ou ACV, il va accorder une importance particulière et se dire que c'est un programme, que c'est un territoire qui s'inscrit dans une démarche vertueuse. Donc, il y aura un petit bonus de notation. Voilà, au niveau de l'analyse du dossier. Pour répondre directement à la question. Mais c'est pour tout maître d'ouvrage. Le calendrier, c'est le dépôt des dossiers du 20 janvier au 21 avril. Après, on a une analyse des dossiers qui va courir de mai jusqu'à l'été, et les lauréats seront rendus publics en septembre. Il est important de mentionner que, même si ça a été un petit peu mentionné auparavant, sont éligibles des aménagements cyclables sécurisés, je l'ai souligné, c'est-à-dire, si vous voulez, avec des aménagements cyclables séparés de la circulation automobile, qui sont vraiment sécurisantes pour l'usager, pour le cycliste. Donc, ce sont les pistes cyclables, les voies vertes, mais pas les bandes cyclables, par exemple. Et il y a aussi, sont également éligibles les traitements des ouvrages, comme on l'a vu avec Guy Primessac, qui combine ouvrage et linéaire cyclable, ou le traitement d'un carrefour, qui constitue une discontinuité. On a souhaité rester là-dessus, puisque c'est vraiment ce type d'aménagement sécurisé qui accroît la pratique du vélo, et c'est des investissements parfois lourds sur lesquels les collectivités ont besoin d'un accompagnement financier. On demande au préalable qu'il y ait une politique cyclable locale qui soit réfléchie, qui existe sur le territoire, pour s'assurer qu'on contribue bien à un aménagement qui est inscrit dans cette politique. Le niveau d'études, j'ai vu passer aussi dans les questions, il faut à minima un niveau d'études préliminaires sur lequel, si vous voulez, on va pouvoir avoir des vues en plan, quelques coupes en travers, comprendre, pour que l'instructeur comprenne un peu où situe l'aménagement, quel pôle il va relier, quelle est la largeur, est-ce qu'elle est suffisante. On n'a pas forcément besoin de plan côté, donc on a besoin de niveau avant-projet préliminaire. Pour un ouvrage, on va demander un niveau d'étude d'avant-projet sommaire. Et quelque chose qui est important aussi, c'est que voilà, on veut des projets du coup assez mûrs, qui peuvent partir en travaux sous 18 mois, donc 1 an et demi, et il faut qu'ils soient terminés sous 4 ans. Voilà, parce qu'on ne peut pas mobiliser les fonds trop longtemps, en l'état, c'est comme ça. On mobilise les fonds pour les dépenser de manière assez proche. Donc il faut des projets qui sont prêts. Et il faut, dernier point, respecter les recommandations techniques du CEREMA. C'est un fascicule qui est en annexe au cahier des charges, qui vous informe sur le type d'aménagement que vous pouvez prévoir selon les trafics, selon le contexte,
qui va vous donner les bonnes largeurs de pistes cyclables, etc. Euh, je voulais aussi vous rappeler que la priorité est donnée aux projets qui portent sur les mobilités du quotidien et moins touristiques. C'est plutôt voilà, des mobilités du quotidien. Et les territoires ruraux et outre-mer, où l'aide va être bonifiée de 50 ou de 60% même pour l'outre-mer, alors qu'on est à 15% sur l'urbain. Et j'ai parlé du bonus pour les territoires. Petite ville de demain et Action Cœur de Ville. Voilà les liens où vous trouverez tout ce que je viens de vous dire et davantage encore de précision. On a essayé de tout faire. Une fois en question, avec les questions, le quai des charges, un test d'éligibilité aussi, c'est une nouveauté. Comme ça vous permet de vérifier si vous êtes éligible ou pas avant de candidater, avant d'aller plus loin. Vous trouverez tout ça en ligne. Et donc, je vous ai dit, le dépôt des dossiers, c'est sur la plateforme Démarche Simplifiée. Je souhaitais aussi peut-être vous élargir un peu le scope aux autres outils de financement sur le vélo qui sont à votre disposition. On vient de parler pour les aménagements cyclables, les fonds mobilité active. La commune de Guy Primessac vous a aussi parlé des fonds européens, de la TESI qu'elle a utilement mobilisés, qui sont cumulables. On a tendance à dire que les dotations de l'État sont peut-être pour des projets un peu moins conséquents et sont plus larges pour des zones 30, etc. Là, il faut vous informer auprès des préfectures. Le stationnement vélo, vous pouvez mobiliser le programme Alvéole Plus. Voilà, vous tapez sur Google Alvéole Plus, vous allez trouver toute l'information utile. Et on a un programme d'équipement que certains peut-être d'entre vous connaissent, d'équipement des 1000 plus grandes gares françaises. On a une enveloppe État de 50 millions d'euros là-dessus. Il y a un appel à projet de l'ADEME en cours. Je vous invite à aller le voir pour ceux qui veulent développer des aires de service sur des véloroutes. Et le volet sensibilisation communication est très important aussi localement. Et pour vous aider là-dessus, vous avez le programme Génération Vélo qui va vous permettre de mobiliser des personnes qui vont former les jeunes et les scolaires à apprendre le code de la route et apprendre à rouler sur un vélo. Et le programme Mon Vélo de A à Z qui est du leasing vélo pour les publics en difficulté économique. Je ne vais peut-être pas m'apesantir sur tous les détails, je vous ai plutôt fait le listing pour vous inviter à creuser après suivant vos centres d'intérêt. Vous pouvez aussi promouvoir auprès des entreprises de votre secteur le programme Objectif Employeur Pro Vélo, qui leur permet d'être labellisés pour leurs bonnes actions en faveur du vélo, et aussi d'obtenir des primes à l'installation de stationnement vélo, de mise en place de flottes de location vélo. Ça, c'est le programme GoodWatt. Donc, ça fait beaucoup de liens là, que je vois passer à vous transmettre. J'espère que vous pourrez en profiter. N'oubliez pas que les particuliers sont, pour la moitié d'entre eux, hein, les 50% des Français, des ménages aux revenus les moins élevés, peuvent bénéficier d'une aide vélo qui va de 300 € voire 400 € pour un vélo électrique à 1000 € pour un vélo cargo. Vous avez une infographie qui est bien faite, c'est du ministère. Et je sais que certains territoires, en plus, mettent par-dessus une aide locale pour voilà, inciter les publics à s'équiper en vélo. C'est important aussi. Et enfin, la cyclologistique aussi, hein, le transport de marchandises à vélo est un aspect montant des politiques vélo. Et on a aussi des programmes d'études là-dessus qui vont octroyer des primes aux colis transportés en vélo. Programmes collectifs ou d'autres programmes qui plus globalement vont aussi travailler sur ce sujet comme cyclo-cargologie. Voilà, je n'ai pas pu rentrer dans le détail bien sûr de toutes ces aides. Je vous invite à noter les noms et à aller creuser par vous-même et bien sûr nous interroger si besoin. Oui, j'avais oublié cette diapo, mais elle est intéressante. C'est selon moi, quelques ressources indispensables, j'en ai listé que 3, voire 4, ressources biblio sur le vélo. Grande savoir cyclable, sur les aménagements cyclables, c'est un petit peu la même chose que, si vous voulez, le cahier de recommandations techniques qui est annexé au cahier des charges. Alors, enfin, le cahier des charges s'appuie sur ces documents-là, Rendre savoir cyclable, qui est fait par le CEREM en 2021. Il s'appuie aussi sur le deuxième point, là, aménagement cyclable provisoire, testé pour aménager durablement. C'est aussi une ressource très importante pour qui veut aménager des aménagements cyclables. Et plus largement sur le sujet du vélo et de la planification de vélo dans les territoires, vous avez le document Développer la culture vélo, ADEME. Et viendra bientôt le schéma directeur des aménagements cyclables, là aussi sur la planification, qui est donc fait par le CEREMA en cours et qui sortira au courant de l'année.
Très bien, merci Johan. Peut-être avant de redonner la parole à Madame le maire, deux questions qui vous sont adressées. La première sur l'éligibilité des projets. Est-ce que les plateformes d'apprentissage au vélo sont éligibles? Il faut voir quelles sont ces structures-là. Si c'est une collectivité qui porte directement, oui. Sinon, si c'est une association, par exemple, c'est pas possible. Je connais pas forcément ce type de structure, donc il faut creuser davantage le sujet. Normalement, c'est quand même une structure qui va travailler sur l'apprentissage au vélo, va pas forcément avoir la compétence pour faire des aménagements cyclables. Donc, ça paraît pas facile comme ça. Effectivement, à expertiser. Et on a quelques questions sur les collectivités qui sont vraisemblablement fortement intéressées pour candidater, mais qui visiblement ne sont pas pour autant prêtes immédiatement pour déposer dans le cadre de cet appel à projet. Est-ce que ce sera renouvelé une nouvelle fois l'année prochaine et les années suivantes? Alors, ça fait 6 années de suite que c'est renouvelé. Ça marche bien. À chaque fois, on a toute l'enveloppe est consommée, on a beaucoup de demandes. On ne peut pas garantir cependant que d'une année sur l'autre, ça soit reconduit, notamment parce que on teste diverses formes d'accompagnement. Je vous disais, sur le 2e semestre, on va accompagner les territoires sur des projets plus significatifs. Voilà, on teste plusieurs formules et on voit celles qui fonctionnent. Et bon, voilà, rien n'est assuré pour les années à venir. Très clair. Madame l'adjointe au maire, je vais y arriver d'ici la fin du webinaire. Vous souhaitiez répondre sur la question qui porte sur les zonages réglementaires. Oui, sur les questions environnementales aussi autour de la passerelle. Donc, il y avait des contraintes énormes, évidemment. Et donc, tout ça s'est réglé dans une concertation extrêmement fine et proche entre la région, les services de la région qui sont en charge des fleuves, du chemin de halage, etc. Et puis, le département et la commune. Merci beaucoup. Nous avons également d'autres questions. Vélorue éligible. Alors, je ne sais pas ce qu'est une vélorue, mais est-ce que, Johan, vous pouvez répondre sur ce point et nous dire ce qu'est une vélorue? C'est une rue dédiée au vélo, c'est ça? Oui, c'est un aménagement d'un type un peu nouveau où on va avoir, ça va être le cycliste qui va être prioritaire, mais en effet, on a et la circulation automobile et les vélos qui passent, mais le cycliste est prioritaire et il peut rouler au milieu de la route. Non, parce que c'est pas un aménagement cyclable sécurisé au sens séparé de la circulation automobile. Il y a des aménagements de voirie qui sont faits souvent, mais c'est pas nécessaire. Donc, bon, c'est plutôt en milieu urbain aussi souvent, quoique. Mais non, pour l'instant, c'est pas intégré dans le scope. Ok, merci beaucoup. Je regarde parmi les questions qui nous viennent. Y a-t-il des contraintes de typologie de ville pour pouvoir répondre à cet appel à projet? Non. Non. Priorité au territoire plutôt peu dense, avec un taux bonifié. Quand vous dites territoire peu dense, c'est il faut du coup sortir oui, désolé. le niveau de densité issu de la grille communale de densité? Non, pour être plus précis, c'est en dehors des aires urbaines, des unités urbaines de plus de 100 000 habitants. Oui. Et c'est spécifié dans le cahier des charges. Désolé si je n'ai pas pu être précis. Pas de souci, effectivement, ça concerne du coup une grande partie des territoires Oui. qui nous écoutent aujourd'hui. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris l'une d'entre elles qui mentionne « Pour les petites villes humaines, peut-on bénéficier de l'accompagnement du chef de projet du territoire ?» Je ne sais pas si ça appelle une réaction particulière de votre part, Madame Guillonnet. C'est vrai que la chef de projet Petite Ville de demain s'attache à répondre aux questions par écrit, mais peut-être pouvez-vous éventuellement revenir, Madame l'adjointe au maire, sur la relation que vous avez pu avoir avec la chef de projet Petite Ville de demain, puisque vous-même, vous avez la casquette revitalisation. Oui, alors il y a quand même un problème de temporalité, c'est-à-dire que le processus Petite Ville de demain s'est mis en place alors que la passerelle était terminée. Donc, du coup, la chef de projet qui est
mandaté par la communauté de communes sur les 3 petites villes de demain de la communauté, c'est-à-dire Guy-Primessac, Val-d'Anast et Guichen. Bon, elle est arrivée après la bataille là, sur ce sujet-là. Voilà. Donc, parce que quand même, la passerelle, le projet a été lancé par la signature du protocole dans le cadre de l'AMI en 2018. Donc, c'était bien antérieur. Monsieur Guton, monsieur le préfet, vous vouliez prendre la parole? C'était pour tenter de répondre à la question qui avait été posée sur les plateformes d'apprentissage du vélo. Je suggère une piste. Je suggère une piste qui serait de regarder sur le Fonds social européen. Alors, le Fonds social européen, il est en grande partie géré par les régions dans un cadre évidemment européen et un peu national. Chaque FSE n'est pas et peut être un peu différent d'une région à l'autre. Donc, normalement, vous devriez avoir des éléments de réponse sur la plateforme Aide Territoire, qui est une plateforme mise en place notamment par la NCT et la DGLN, la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Il y a sans doute des premiers éléments de réponse là-dessus. Alors, le FSE est souvent perçu comme un peu complexe, mais si c'est une subvention relativement importante et que la plateforme monte en puissance, ça vaut la peine d'être vérifié. Et pour revenir sur, merci Monsieur le Préfet, pour revenir sur les questions de relations évidemment entre ce type de projet et les chefs de projet Petites Villes de demain, quand ils sont arrivés au bon moment, effectivement, ils peuvent tout à fait collaborer, enfin contribuer à la définition et au pilotage de ce type de projet, parce que comme l'a très bien dit Madame Guillonnet, tout ça est fortement lié à la démarche de revitalisation et y contribue très fortement. Nous avons encore quelques autres questions certainement assez technique, mais peut-être revenir sur, dans le cadre d'un dépôt, dans le cadre de l'appel à projet, à quel moment les travaux peuvent commencer? Est-ce que c'est seulement à l'occasion de l'annonce des lauréats? Est-ce qu'il est délivré une autorisation de démarrer les travaux en anticipation de la décision? Je ne sais pas si c'est Monsieur Charvet ou Monsieur Planche qui peut répondre. Alors, c'est après l'annonce des résultats, si je ne me trompe pas. Exactement. OK. Donc, une fois que le dossier est déposé, pour s'assurer des financements, il faut patienter quelques mois pour obtenir la décision avant d'enclencher les travaux. C'est bien ça? Autrement dit, nous ne finançons pas des travaux qui seraient déjà commencés avant décision. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, les projets sont financés et donc n'ont pas besoin d'une subvention. Merci pour cette précision. Je regarde s'il y a d'autres questions. La création de stationnement vélo dans le cadre d'un pôle d'échange multimodal peut être financée. Monsieur Planche. Création d'un plan vélo, pardon. La mobilité. Oui. J'ai mal entendu. Je disais, est-ce que la création de stations de vélo? Stationnement. Oui. On est vraiment concentré que sur l'aménagement de pistes cyclables, d'ouvrages. Donc, on ne peut pas sortir de ce carcan-là. Et donc, stationnement, non. C'est pour ça que je vous ai présenté d'autres financements qui pouvaient y participer comme LVO+. Mais le FMA, c'est vraiment les aménagements linéaires, cyclables et les ouvrages et les carrefours. Et pas la culture vélo, et pas le stationnement, et pas la réparation de vélo. Merci d'anticiper les éventuelles autres questions. Mais les études, par contre, les études qui seront faites, les études de projet, par exemple, tout ce qui est lié à l'aménagement cyclable, études, frais de maîtrise d'œuvre, etc., là, c'est intégré. Il faut que la finalité, ça soit le projet d'aménagement cyclable. Merci. Vous évoquiez effectivement, tout au début de votre intervention, Monsieur Planche, une bonification, je crois que c'était ces termes que vous avez employés, une bonification de la note, c'est ça, de la note sur le dossier et pas des financements. Oui, je l'ai corrigé trop tard dans mon PPT que je vous ai transmis ce midi, apparemment. Je vous en prie, éclaircissez la situation. Et merci à Timothée de revenir sur le slide en question. Exactement, c'est un bonus dans la note et ce n'est pas un bonus financier.
Très clair. Merci pour cette précision. On ajustera le document qui sera mis à disposition. C'est vrai que la formulation était un peu ambiguë. Une autre question, puisque vous évoquiez effectivement le plan vélo, est-ce qu'il est possible de combiner les financements entre l'appel à projet mobilité active et le plan vélo et le vélo 2? Le fonds mobilité active est une brique du plan vélo. Je pense que c'est ce que j'ai écrit dans ma première diapo. Le plan vélo, c'est l'ensemble des mesures pour promouvoir le vélo, dont le fonds mobilité active qui finance les aménagements. Voilà. Donc, le plan vélo n'est pas un financement en tant que tel, c'est le plan national d'action de l'État sur le vélo. Très clair. Je pense qu'on a Je vous invite à aller le voir. Je ne sais pas si vous avez le lien, si le lien a été retransmis aux participants, le dossier de presse. Si vous l'avez sous la main, volontiers pour que vous l'inscriviez dans… Je vais le faire. C'est parfait, mais je crois que Julie m'assure que tout y est. C'est vrai qu'on a mis à disposition beaucoup de ressources et de liens très complémentaires du coup avec les propositions que vous formulez dans votre PowerPoint. Avant de clore les échanges, puisqu'on a un peu près fait le tour un peu des questionnements et qu'on tourne finalement autour de sujets assez spécifiques sur lesquels on peut qu'inviter les auditeurs à se renseigner plus en amont, plus en avance. Je vous propose de laisser une dernière fois la parole à madame l'adjointe au maire. Est-ce que vous avez éventuellement des compléments d'information ou des réactions par rapport aux échanges? Oui, pour clore, rappeler que donc nos territoires ruraux ont longtemps été parents pauvres en matière de mobilité, en matière de voies piétonnes, cyclistes sécurisées, et qu'on sent quand même un grand mouvement se mettre en place. Et il faut y aller, il y a des aides, effectivement, il faut candidater, il faut faire les dossiers, hein, certes, mais il y a quand même quelques financements. Alors, c'est vrai que si on regarde sur Guy-Prix-Messac, le total, en fait, donc les deux grands axes, la passerelle, etc., on est sur un total de plus de 3 millions d'euros qui ont été engagés. Alors, c'est vrai qu'au regard de ce budget, les fonds d'État paraissent toujours un peu trop faibles, mais bon, ils sont là, c'est l'essentiel. Et puis donc là, je pense que la demande de la population, parce que là, je crois que les citoyens jouent un rôle important en réclamant ce type d'équipement à leur collectivité. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que il faut bien connecter démarche de revitalisation avec objectif d'améliorer la qualité de vie des habitants et donc nécessairement de les consulter, les associer, voire les faire co-construire certaines actions, voire les mettre en œuvre même. Oui, parce qu'eux, ils ressentent des besoins que l'élu ne ressent pas forcément. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le préfet, avant que je termine et que j'évoque les prochains rendez-vous du Club Petite Ville de demain, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Je dirais en un mot que, évidemment, les services déconcentrés, préfecture, sous-préfecture et DDT, qui sont sur le terrain et qui doivent rester les interlocuteurs des collectivités locales, sont encouragés évidemment à se rendre disponibles sur ces sujets-là. Ils ont l'appui déterminant des DREAL, donc il faut tirer parti de ces fonds, bien entendu. Enfin, je pense que chacun comprend aujourd'hui plus clairement qu'hier tous les enjeux cruciaux qu'il y a derrière ces problématiques. Merci en tout cas à l'ensemble des participants et aux équipes et aux intervenants qui ont permis ce webinaire. Oui, merci effectivement à tous pour votre riche contribution. Quelques mots pour terminer cette heure d'échange. Évoquer les prochains rendez-vous dans le Club Petite Ville de demain qui intéresseront un certain nombre d'entre vous. On traitera le 20 mars prochain à 13h30 l'accompagnement numérique sur mesure. Et puis, je vous disais, une fois n'est pas coutume, on fait de l'interprogramme, mais on va le renouveler puisque le 30 mars prochain à 14h, on abordera tous ensemble, c'est
vous le voulez bien, Urban Vitalis, donc un outil autour des friches qui vous permettront de travailler au diagnostic et à la réhabilitation de ces friches. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour tous ces échanges. Merci aux intervenants et à très bientôt. Au revoir.